Oui, Henri Sauvignon-Baudet, il me l'a dit, sa voix est un peu cassée, mais je lui ai dit, viens et nous allons aviser. Avisons ensemble avec les téléspectateurs. Henri Sauvignon-Baudet, bonjour. Bon, vous savez que je n'ai pas l'habitude donc de vous mentir. Effectivement, donc j'ai eu un souci de voix, mais pour l'engagement pris, je vais donc vous faire savoir d'abord que j'ai cette j'ai ce petit souci là. Et en parlant, vous avez constaté déjà que il y a eu un problème. Il y a un problème, d'accord. Bon, on va essayer. Je crois qu'on vous entend clairement à la maison. Vous irez aussi posément que possible. Un peu plus faire d'efforts pour un peu élever la voix compte tenu de la position de votre micro, afin que nous puissions quand même vous suivre parce que vous faites des analyses intéressantes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation malgré votre gêne, la voix et tout. Merci infiniment. Adrien Tchomakou, vous êtes de retour et en costume. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Maury Agua, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Iden TV, bonjour. Vous avez été absent la semaine dernière, vous étiez appelé à d'autres obligations pour ne pas vendre le secret. L'ODEM vous avez envoyé en mission. Tout à fait, j'étais en mission et ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Parlant de l'ODEM d'ailleurs, l'ODEM hier a reçu un don de matériel, je crois que c'est bien hier, hein, un don de matériel, le lundi, un don de matériel dans le cadre de son projet Média B. Et l'on apprend donc à la une d'un quotidien que l'ODEM a un projet aussi de réviser un peu les tests concernant la déontologie. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce propos? Oui, placer un mot, ce serait intéressant, mais si je ne dois pas aller dans les détails parce que je ne suis pas mandaté pour parler de l'ODEM ce matin, mais en tant qu'analyste politique, je peux dire un mot. Il faut dire que le projet Média B est piloté par WeWorld. WeWorld, c'est une ONG, et un projet bien financé par l'Union européenne se déroule correctement, ça suit son cours. Ça permet à tous les membres de l'ODEM d'être en atelier. C'est une série d'ateliers. Il y a un atelier qui s'est déroulé à Boïcon, l'autre s'est déroulé à Grand Popo. Ça suit son cours. C'est dans cette optique que WeWorld a offert des matériels didactiques et d'autres matériels aussi, informatiques. Assez de matériel. Des matériels ont été offerts à l'ODEM. D'abord, il faut aussi souligner que le siège de l'ODEM a été réfectionné. La maison des médias a fait peau neuve grâce à ce projet. Et ce projet aussi a contribué d'une manière ou d'une autre à des propositions qui se sont déroulées hier à la faveur d'un atelier pour améliorer le code de déontologie. Donc, on était aussi à Cotonou en session de formation hier dans ce cadre. C'est pour dire que l'Union européenne appuie ces derniers jours l'ODEM et nous demandons à ce que l'Union européenne fasse davantage parce que nous sommes dans le besoin et il faut des gens, il faut des structures, il faut des institutions pour appuyer l'ODEM afin que l'ODEM puisse continuer à jouer pleinement son rôle d'autorégulation. Il faut demander à l'Union européenne d'appuyer aussi les structures, les médias qui vous appuient, comme le groupe de presse, International TV, SA et d'autres médias. Henri Sauvignon-Baudet. Alors, nous allons rester à la une du quotidien affiché tout à l'heure pour donc parler du président Joseph Ifame-Diagbounou. C'est le potentiel. Le potentiel qui donc écrit ce matin que tournée nationale d'échange du parti UPR avec les militants à la base, Diagbounou, une figure d'union qui étend les racines du baobab. On constate quand même que on constate une proactivité de la part du président Joseph Diagbounou, mais ce n'est pas le cas pour le bloc républicain. Est-ce que vous avez effectué cette remarque, Henri Sauvignon-Baudet?
Non, il faut déjà faire remarquer que l'Union progressiste constitue donc des acteurs qui sont un peu dynamiques. Et cette dynamique-là est mise donc au service de cette formation politique. C'est pourquoi on constate bien évidemment que à des moments donnés, il y a eu des activités qui se font au nom de cette partie-là, au nom de cette formation politique-là. Oui, j'ai fait cette remarque-là également au niveau des autres formations politiques qui veulent se faire voir sur le terrain. Mais malheureusement, au niveau du bloc républicain, il y a même je dirais, un silence radio total. Et c'est depuis des années, depuis la création de cette formation politique, qu'on constate que c'est difficilement, vous le voyez sur le terrain. Je ne sais pas si c'est une option politique propre à cette formation politique, mais il est difficile de faire remarquer, il est difficile de remarquer sur le terrain, je dirais, les acteurs politiques de cette formation politique bloc républicain. Très souvent, les actions sont, c'est pas des actions de grande envergure, c'est des actions disparates, parcellaires, juste pour apporter un soutien à un membre, mais pas des actions qui donnent une certaine visibilité au parti. Bon, à part que le projet de révision de la Constitution qui a élevé la formation politique au rang des formations politiques porteuses d'idées et de propositions. Il n'y a pas de grands rassemblements qui sont organisés par le bloc républicain. Mais au niveau de l'UPI, on constate ça aisément. Et Joseph Famedio-Benou a droit de faire ça parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a eu des questionnements sur sa légitimité à la tête de cette formation politique. Et donc, il a droit de concilier les partis. Quand il prend la 6e circonscription électorale, il y a des clans qui se forment. Il y a plusieurs clans, un clan appartenant à tel leader politique, à tel leader politique. Et donc, c'est à son actif de faire cette tournée-là pour recommander les brèches, pour amener les leaders à s'entendre, à se parler et à rester unis comme le nom de leur formation politique. Mais au niveau du bloc républicain, peut-être qu'on attend qu'il y ait un clash au niveau du bloc républicain pour commencer par recommander les brèches. C'est ce que je constate. Alors, Adrien Tchomankou, on constate bien, je fais un clin d'œil au passage à Laurent Tonneikes, dont je voulais appeler le nom tantôt. Il sera avec nous demain. Adrien Tchomankou, est-ce que vous êtes d'avis avec Henri Sauvignon-Rollet? Je suis d'avis en partie, mais ce qu'il faut souligner, c'est que chaque formation politique a sa stratégie qu'elle déroule du moins, parce que ces partis politiques que nous avons, ces partis politiques qui soutiennent le président de la République, qui sont de la mouvance présidentielle, chaque parti politique, disais-je, sait comment il occupe le terrain. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Autrement dit, voulez-vous dire que ce n'est pas forcément faire du bruit, être visible, communiquer dans la presse qui montre qu'on occupe le terrain? Tout à fait. Ce n'est pas occuper la presse, faire la communication à la une des journaux qui est le problème. Le terrain, c'est le terrain. Quand je prends par exemple la formation politique Renaissance nationale, écoutez, ce parti politique de Claudine Prudencio fait beaucoup sur le terrain. Pourtant, bien que cette dame ait une chaîne de télévision, un groupe de presse au grand complet, on ne voit pas les actions médiatisées. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand je prends par exemple le bloc républicain dont vous parlez, le bloc républicain fait beaucoup sur le terrain. Le bloc républicain occupe autrement le terrain. Autrement le terrain. C'est-à-dire ce que nous observons de loin, puisque nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national. Ce que nous avons comme information nous permet de dire que le bloc républicain occupe stratégiquement le terrain, occupe autrement le terrain. Ce n'est pas aller réunir des gens dans une salle de conférence pour faire croire au chef de l'État qu'on est en train de le soutenir, qu'on est en train de solidifier correctement sa base politique qui est le problème. Non. Je pense que oui, l'Union progressiste, le renouveau dirigé par Djagbenou,
est en train d'imprimer sa marque, mais au même moment, chaque formation politique de la mouvance imprime également sa marque. Quand je prends même ceux de l'opposition, vous voyez la stratégie que mènent aujourd'hui les démocrates. Boriaï, qui a pris le lead de cette formation politique, qui occupe le terrain à sa manière. Vous voyez, vous entendez. En réalité, moi j'ai compris aujourd'hui que l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau, est en train de répondre, c'est de tic au tac à Boriaï, à la formation politique, les démocrates. C'est la lecture que je suis en train de faire parce que on voit chaque week-end les démocrates sortir, de prendre la parole et faire des analyses objectives. On voit les démocrates critiquer correctement et bien critiquer le gouvernement. On voit les démocrates dénoncer correctement le pouvoir. Donc, l'Union progressiste, le renouveau, est en train de prendre cette revanche. Contre-pied. Contre-pied pour montrer, pour démontrer ou démonter, c'est-à-dire ils sont en train de démonter les actions politiques posées par les démocrates. Au même moment, le billet dort. Oui, est-ce que le billet dort? C'est ce que je dis. Le billet ne dort pas. C'est-à-dire, le billet aujourd'hui, vous avez vu, quand à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui a pris le lead du projet de révision de la Constitution, c'est bel et bien le bloc républicain. Mais c'est la preuve que le billet ne dort pas. C'est bien sûr pour Boyer d'aller expliquer à ces militants pourquoi nous avons porté ce projet de révision de la Constitution. C'est l'opportunité même pour cette formation politique d'aller dire à ces militants, écoutez, si nous avons proposé ce projet de loi, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un regroupement de leaders BR quelque part pour expliquer à leurs militants? Non, mais c'est l'occasion. Le billet, est-ce que vous savez que le samedi et le dimanche, le billet a fait 4 activités? L'occupation des colonnes des journaux, c'est pas là le problème, ça ne pose pas le problème. Mais allez voir, on va pas aller loin. On est au niveau d'un système de constitution électorale. Demandez à 2-3 militants, prenez 5 militants, demandez si ils ont été réunis 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour entendre de leur leader politique ce qui sous-tend ce projet de la révision de la Constitution. C'est une opportunité pour bien de sortir, d'aller expliquer, d'aller à la rencontre. Aller au contact des populations. Je dis, jusqu'à aujourd'hui, je prends 2-3 militants, je délie quiconque parmi les militants, parmi les leaders BL, de nous dire qu'ils arrivent à réunir les gens. Occupation politique dont vous parlez, c'est comment? Au moment où vous parlez de démocrates qui occupent le terrain à tout moment avec les militants, avec les sorties, au même moment, il faut aller chercher les militants parce qu'ils attendent ça aussi. Ils attendent une belle animation politique sur le terrain. Mais non, on n'est pas dans une stratégie, on n'est pas dans une guerre où il faut choisir sa stratégie, la stratégie silencieuse pour aller. Aujourd'hui, il faut s'affirmer. Il faut mettre des marques indélébiles. À un moment où vous apportez de l'eau à notre moulin en disant que est-ce que nous savons que le BA a organisé des activités ce week-end? Tout à fait. 4 activités ce week-end-ci. En réalité, le BR est dans une politique de normocommunication, ce qui est extrêmement grave. C'est comme ça, moi, c'est cette lecture que je suis en train de faire de la chose. C'est comme moi, le Bénin, comment on l'appelle, la formation politique Renaissance nationale, qui aussi pose des actions politiques salutaires, mais qui ne les médiatisent pas, qui ne communiquent pas autour. C'est vrai que par moment, nous lisons, par exemple, sur la page Facebook de Mme Afiavi Claudine Prédesio, certaines déclarations politiques qui cadrent correctement avec la réalité du terrain. Avec l'actualité. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a des actions que chaque formation politique mène. Mais chaque formation politique a sa politique interne, à sa politique de rendre compte, à sa politique de médiatiser ou de faire savoir l'acte que cette formation politique est en train de poser. Est-ce que ce n'est pas le lieu peut-être de demander au Bloc républicain quand même de s'affirmer un peu plus sur le terrain? Tout à fait. C'est ce que je dis. C'est l'occasion pour moi de demander au parti politique, le Bloc républicain, de faire savoir correctement les actions politiques qu'il est en train de poser. Parce que vous avez vu sur le terrain aujourd'hui, nous voyons la proactivité politique de la formation politique, les démocrates. Mais quand même, c'est un député du Bloc républicain qui a porté la révision
de la Constitution. Donc ça fait que même en silence, on parle du bloc républicain, même si on estime que le parti n'est pas très actif sur le terrain, selon ce que nous remarquons. C'est un député qui a porté cette révision-là, et puis on nous informe à la une, par exemple, du matinal, du quotidien Le Matinal, que la proposition, cette proposition de révision de la Constitution a été validée, donc a franchi la première étape, Henri Sauvignon-Bonnet. Non, mais c'est sans surprise, non. C'est sans surprise. La commission des lois est bien sûr composée donc majoritairement des députés de la mouvance. Et entre-temps, il y avait eu cette polémique-là en disant que l'UP n'était pas en accord, en dehors de société avec l'UPR sur cette proposition. Mais après, ils se sont ralliés. Donc il y a cette étape-là. Maintenant, si c'est la mouvance qui porte ce projet de révision de la Constitution, ne vous attendez pas à avoir un vote contraire à ce que nous avons là. Et tous les députés de la mouvance ont voté. Maintenant, c'est la première étape. Il reste maintenant l'étape de la plénière. Et c'est là où le débat va se faire. C'est là où tout va se jouer. Oui. Est-ce que vous croyez à ce passage, à cette révision de la Constitution? Est-ce qu'il n'y aura pas une minorité de blocage, comme on le dit? Si les démocrates sont toujours restés soudés, s'il n'y a pas de trahison au sein des députés de la formation politique, les démocrates, c'est qu'il y aura ce que nous appelons minorité de blocage. Parce que je pense que les démocrates font aujourd'hui 28 députés à l'Assemblée nationale. Or, dans les normes, nous avons besoin de 27 pour pouvoir bloquer. Si je ne me trompe pas, si les calculs sont bons. Ce qu'il faut dire, c'est que le parti Bloc républicain porte le chapeau de la révision de la Constitution et le parti Union progressiste, le renouveau, porte le chapeau de la modification, la relecture du code électoral. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les démocrates aujourd'hui ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant bel et bien révision de la Constitution. Qui est déjà du code électoral, une proposition qui est déjà affectée à la Commission des lois. Et je me pose la question de savoir, la Commission des lois qui maintenant a donné quitus et qui a validé la proposition de loi portant révision de la Constitution portée par Hassan Seibou, est-ce que, à part cette proposition déjà validée et envoyée en plénière, est-ce qu'au même moment, la commission dirigée par Oden Aladati va accepter, étudier ou valider ou rejeter la proposition de loi déposée par le député Atchadé? C'est la grosse interrogation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes sur le fait qu'on doit réviser la Constitution, mais le débat, c'est que le moment n'est pas idéal. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer que ces modifications passent, mais j'ai lu rapidement certains forats où l'on dit, les gens s'inquiètent et disent, mais la Constitution sera-t-elle révisée encore une seconde fois sans qu'on ne se préoccupe des questions liées aux médias? Est-ce que cela vous préoccupe? Oui, si vous voulez qu'on parle de médias, c'est l'enfant malade. Bon, je ne veux pas forcément qu'on en parle, mais ça fait la deuxième fois qu'on touche à la Constitution, mais on ne parle pas de nos problèmes. Oui, de nos problèmes. Oui. À la présentation de vœux, je crois le 1er janvier, l'année nouvelle, c'est pas... L'année dernière, c'est l'année en 2023. Le président avait fait le vœu de voir une presse renouvelée, une presse... bon, les journalistes... C'est pas que le dossier a été transmis, déjà le rapport a été transmis au président de la République selon les informations. Mais s'il ne fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que... Hier, à la rentrée, à la haute autorité de la communication, le président Rémi Prosper Moretti disait quand même que bientôt les conditions des journalistes vont changer à cause des réformes. À combien d'années de la fin de son mandat? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Si on doit se préoccuper donc des conditions de vie des journalistes,
c'est pas pratiquement la fin du mandat. Je dis ça comme ça, hein, qu'on va se compliquer. Moi, j'ai lu un peu le projet de réforme, mais bon, ça nous laisse perplexe. On est là, on attend de voir si vraiment la presse va bénéficier. Parce que dans tous les secteurs, il y a eu des réformes et les conditions se sont améliorées. Aujourd'hui, oui, tout le monde peut devenir journaliste, mais oui, tout le monde a la carte de presse. Si vous brandissez la carte de presse aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez des conditions, des avantages de cette carte de presse-là? Non. Aujourd'hui, même quand vous allez quelque part, vous présentez la carte de presse, il y a des gens même qui ne connaissent pas la carte de presse, mais qui privilégient la carte, la CIP par exemple. Je donne un exemple. On a dit qu'il faut mettre à jour la CIM. Sur votre carte de presse, il y a le numéro NPI. Mais pourquoi n'a pas en listant les pièces par lesquelles on doit faire mise à jour, pourquoi on n'a pas mis la carte de presse? C'est ça aussi, c'est des choses terre à terre sur lesquelles on n'a pas d'idée. Mais il faut arriver à corriger ces choses-là en mettant en lumière certaines potentialités et certains tests. En fait, aujourd'hui, la presse n'a pas bénéficié grand-chose de la rupture. La presse n'a pas bénéficié grand-chose du gouvernement de la rupture. On se plaît, a dit oui, non, il y a des réformes dans tous les domaines, mais la presse n'a rien bénéficié. On peut dire, d'abord, on a supprimé donc, le ministère de la Communication. On a supprimé le ministère de la Communication. Après, bon, paf, le président, bon, ah oui, non, vous avez toujours un ministère. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui peut dire que la presse a eu sa part de réforme, a eu un regard bienveillant de la part du gouvernement? Non, aucun. Et quand je constate qu'au niveau de la direction de communication, il y a des journalistes chevronnés, des gens, des idoles, que les gens ont toujours considéré qui sont là. Et qui, je ne dirais pas qu'ils ne font rien, mais là, qu'ils ne font rien pour redonner l'image de la presse, mais je dis, leur silence aussi inquiète. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, on pourrait croire dans vos dires que ceux-là que vous voyez autour du président qui sont de la presse, vous avez donné espoir que les choses vont changer, absolument, que nos conditions seront améliorées, mais leur silence peut-être vous inquiète. Peut-être qu'ils ne sont pas silencieux, peut-être qu'ils travaillent dans l'ombre. Adrien Tchomankou. Bon, ce qu'il faut dire, personnellement, j'ai pris part aux travaux, donc j'ai l'obligation de... Est-ce que vous avez vu le rapport final? Oui, c'est nous qui avions rédigé. Ça a été lui, on a corrigé, on a amendé tout. Vous étiez à Abomey, c'est à Abomey ou là? On était à Abomey, on est revenu finaliser ça à Cotonou, à la HAC, au siège de la HAC. C'est l'obligation de réserve. Mais ce que moi, je voudrais dire à mes confrères... non, obligation de réserve, oui, mais le président a dit hier, à l'ouverture de la session, que bientôt, ou bien vous voulez qu'on suive l'extrait? Non, vous n'avez pas besoin. Bientôt, les conditions... moi, j'étais content. Vous savez... Est-ce que le rapport que vous avez vu, les conditions... Vraiment, ça va donner du sourire aux professionnels. C'est ce qu'il dit. Je vais lui poser deux questions, s'il vous plaît. Est-ce que dans ce que vous avez mis, le rapport là, dans le cours de travaux, est-ce que vous avez demandé que la convention collective soit mise en exécution? Si, c'est déjà. Écoutez, la convention collective que nous avons déjà dépassé, c'est 18. On n'a jamais appliqué cette convention, mais elle est désuète. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui seront améliorées, revues. Mais l'idéal, c'est que ce que moi, je voudrais dire à mes confrères, c'est d'abord d'avoir l'idée de commencer par se mettre ensemble, surtout ceux de la presse écrite. Okay. Parce que, organe, on veut aller vers une entreprise de presse. Vous avez chez vous ici, c'est bien un groupe de presse, c'est bon. C'est bon, c'est ce qu'on veut. Okay. Les réformes sont bonnes en général, mais les réformes sont aussi difficiles. Et quand on parle de réformes, c'est toujours comme ça. Il y aura de bonnes choses et des choses qui seront objets de débat. Je ne parle pas de mauvaises choses ou des choses à polémique. Une chose est claire. Cette réforme, telle qu'elle a été proposée, elle est bonne. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais nous devons beaucoup travailler.
Beaucoup travailler. Oui, il faut beaucoup travailler. Bon, je ne veux pas vous obliger à parler plus. Merci beaucoup. Et à la une du quotidien Matin Libre, l'on parle de manipulation de la Constitution en Afrique et le quotidien pense que les cours constitutionnels sont responsables du recul démocratique. Oui. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis pleinement d'avis de cette manchette du quotidien Matin Libre qui placade ce jour que les cours sont bel et bien responsables du recul démocratique. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est d'abord et avant tout la pluralité des expressions, la fusion des idées. C'est de ça qu'il est question. Et quand on parle de la manipulation de la Constitution, dans tout pays africain, il y a une instance qu'on appelle cour. Ça dépend du nom qu'on lui attribue. Ça peut être cour constitutionnelle. Et au Bénin, nous parlons de cour constitutionnelle. Au Sénégal, on parle de Conseil constitutionnel. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, où le chef de l'État même s'est attribué un bonus de 8 mois. Oui, mais le pour Conseil constitutionnel du Sénégal récemment a fait le job. C'est ça ce que je dis. Donc, c'est cette cour, par exemple, du Sénégal qui doit constitutionnaliser cette décision ou cette loi. Parce que quand le chef de l'État sénégalais a pris cette option, cette option, ça a été validé par les députés à l'Assemblée nationale. Ils ont rapidement pris une loi pour pouvoir entériner cette proposition du chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Écoutez, il aurait fallu que cette cour de la République, cette cour constitutionnelle, dise niet pour que ça ne passe pas. Maintenant, le chef de l'État sénégalais est revenu autrement. Et on attend encore le Conseil constitutionnel. On attend encore le Conseil constitutif. Au Bénin, le cas du Bénin, nous avons vu la Constitution qui avait été révisée. Notre Constitution que nous utilisons actuellement, qui est émaillée d'erreurs matérielles. Et quand on parle d'erreurs matérielles en droit, puisque c'est Assad Seibou même qui l'a dit, écoutez... Et que vous êtes juriste? En tant que juriste, quand on parle d'erreurs matérielles, c'est qu'il y a assez de fautes d'orthographe, conjugation, grammaire, assez d'erreurs de date dans cette Constitution. Et si tel est le cas pour notre Constitution, je pense que le gouvernement est effectivement en droit de réviser la Constitution. Il aurait fallu que, bon, pas qu'il aurait fallu, normalement, si nous admettons que Joseph Djogbeno, grand professeur de droit, juriste de haut niveau, il était en ce moment président de la Cour constitutionnelle, c'est Joseph Djogbeno qui avait donné quitus, qui pensait que cette constitution qui aujourd'hui est émaillée d'erreurs matérielles, c'est lui qui avait dit, il a proclamé conforme à notre constitution, la dite constitution. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, si Joseph Djogbeno avait pris de recul, il avait lu correctement la Constitution, s'il s'assurait qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle et qu'il proclamait, il n'y avait pas de problème. Il ne devrait pas programmer cette Constitution que nous utilisons maintenant. C'est parce que Joseph Djogbeno l'avait président de la Cour constitutionnelle ou, autrement dit, c'est parce que la Cour constitutionnelle avait jugé conforme la dite Constitution que nous l'utilisons jusqu'à ce jour. Si la Cour constitutionnelle d'alors, présidé par Joseph Djogbeno, l'avait rejeté. Vous voyez un peu ce que je dis? On ne serait pas en train de parler de comment corriger une loi portant modification du code électoral qui doit entraîner nécessairement la révision de la Constitution. On ne serait pas en train de faire ceci parce qu'il y a mieux à dire dans le pays. Henri Yambodé, est-ce que vous êtes d'accord que, tel que le dit Matin Libre, que nos constitutions en Afrique sont manipulées? Le journal parle de manipulation. Oui, manipulation. Oui, il faut déjà reconnaître que dans bon nombre de pays africains, il y a ce fait-là qui est observé. Il y a la manipulation donc, des lois fondamentales. Mais au Sénégal, le Conseil constitutionnel a fait exception en disant le droit, en montrant la voie que doivent suivre les autres
court. Vous savez quoi? Je crois qu'il y a eu un point de départ d'abord. Pour que les tests soient manipulés, il faut que vous soyez partisans et acteurs, ou bien même proches du président qui est là. Parce que quand vous manipulez le test, c'est pour le bénéfice de qui? C'est au bénéfice du pouvoir en place du président. Donc si vous n'êtes pas redevable au président, vous n'avez aucun intérêt à manipuler la Constitution. Et donc, je crois que les pays aujourd'hui doivent s'inspirer de notre système, d'un régime qui permet, bien évidemment, que les institutions soient fortes, que les institutions ne soient pas liées, que les institutions ne soient pas redevables à quelqu'un. Parce que si vous êtes redevable à quelqu'un, vous êtes obligé de faire ce que dit Adrien Tchobakou. Oui, si vraiment il y avait un travail scientifique qui a été fait sur la Constitution révisée de 2019, je crois que les erreurs matérielles qui sont détectées et dénichées dans ce test-là, on n'arriverait pas. Ne figurait pas. Et donc, en disant que les cours sont responsables des manipulations des tests, des constitutions, je suis pleinement d'accord avec le journal. Mais il faut faire l'exception. Il faut bien évidemment arriver à montrer qu'il y a des cas, les gens sont bien évidemment intègres et les gens pensent que en le faisant, ils sont redevables seulement au peuple. Et donc, ce que disent les thèses qu'il faut respecter. L'exemple du Sénégal est une belle école. Vous voyez, l'Assemblée nationale qui, oui, avec tout ce qu'il y a eu, on a sorti, on a sorti les opposants, on a amené les militaires pour voter la loi, pour faire passer la loi parce qu'on veut plaire au président. Et on n'a pas l'intérêt en général en tête, on a seulement l'intérêt personnel. Sinon, on n'aurait jamais fait ça. Mais le Macky Sall aujourd'hui, qui, tambour battant, qui se débat comme un beau diable dans un bénitier, en train de vouloir sortir par la grande porte, alors que il l'aurait fait, il aurait sorti par la grande porte sans même faire ce qu'il est en train de faire là. Loi d'amnistie, sortir des prisonniers, non, rien du tout. Et il sortirait parce que tout simplement, il a la hantise de quelqu'un. C'est qu'il est la reine de ce jeune-là, Sonko, c'est tout. On ne peut pas arriver à ce niveau-là et ne pas être détesté. Si vous le faites comme ça, vous serez détesté. Et donc, je crois que la solution aujourd'hui, c'est que les présidents de ces cours-là ne soient pas directement liés au président, mais qu'ils soient liés, qu'ils soient redevables au peuple. Et donc, pour le faire, il faut que, par exemple, que les présidents des cours passent par une élection. Ah oui, carrément. Carrément. Et là, il sait que le président qui est là ne veut pas le démettre. Je ne serai pas nommé par le président. Je ne suis pas nommé par le président. Et donc, je ne lui dois rien. Et je suis autonome. Et quand vous le faites comme ça, quand on arrive à ce niveau, vous allez voir que les choses vont changer. Il n'y aura pas de manipulation. On va demander aux gens de respecter les tests. Il y aura de vraies pratiques démocratiques. Voilà. On va finir par un dernier sujet, même si Adrien Tchobakou a envie d'ajouter quelque chose. On va finir. Hein. Le Bénin qui envoie 2000 soldats en Haïti. Et c'est les 4 vérités qui en parlent. Oui, le Bénin envoie 2000 soldats en Haïti et plusieurs journaux l'ont écrit ce matin. Je vois le matinal, les 4 vérités. En réalité, je l'ai aussi suivi sur RFI. RFI en a parlé. Évidemment, c'est bel et bien la chancellerie qui l'a annoncé. Une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Oui, ce qu'il faut dire, c'était une promesse que le chef de l'État béninois avait faite à une occasion solennelle à l'ONU. Ça va se concrétiser. Il faut que ça se concrétise. Mais ça se concrétise, ça veut se concrétiser à un moment critique de notre environnement sécuritaire. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que d'abord, il y a eu un petit dégraissement de 700 soldats béninois. Je vais parler des militaires
qui ont été mis en retraite d'office, en retraite forcée. Donc, l'effectif a chuté d'un camp. Et nous avons 7 de jeunes militaires qui sont en formation. Ils sont en formation pour sortir militaire. On les appelle, je pense, ils ont des expressions là. Celui-là qui n'est pas encore sorti, qui est toujours en formation. Recrues? Des recrues, très bien de m'avoir passé le mot. C'est des recrues. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'effectif que nous avons là aujourd'hui est utilisé rationnellement pour lutter contre les djihadistes, les terroristes. Et les militaires que nous avons dirigés de main de maître par le général Futur Baguidi sont placés en lieu sûr pour mieux lutter contre le grand banditisme et les terroristes. Bon, au regard de l'environnement sécuritaire, où l'intégrité de notre territoire préoccupe beaucoup à l'état-major général des armées et au chef d'état-major général, je veux aussi parler du président Patrice Talon, parce qu'en réalité, un État, c'est bel et bien la défense de l'intégrité du territoire. Et ce sont les militaires qui ont la lourde responsabilité de jouer ce rôle. Est-ce que si aujourd'hui on enlève encore 2000 soldats qu'on envoie en Haïti, est-ce que l'effectif sera d'abord combien? C'est votre inquiétude. C'est moi mon inquiétude. C'est mon inquiétude et l'inquiétude est vraiment grande. Et je demande à plus d'un de la partager avec moi, d'autant plus que même si aujourd'hui nous avons des policiers, des recrues aussi qui sont toujours en formation, évidemment, il y a en décembre passé... Est-ce que vous connaissez l'effectif de notre armée? Je connais l'effectif, je connais, mais je ne veux pas le dire. Oui, ici. mais vous savez, si vous connaissez l'effectif, alors non, je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Ce n'est pas bon de dire ces trucs-là. Oui, j'ai dit si vous connaissez l'effectif. Oui, c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Je dois m'inquiéter. On envoie 2000 soldats en Haïti. Je dois m'inquiéter parce que 2000, c'est beaucoup. Je pensais que vous allez plus vous appesantir sur l'insécurité qui règne en Haïti, la vie de ces soldats en Haïti, que l'effectif qu'on envoie. J'ose croire que nos militaires sont aptes, ils sont bien formés pour se défendre et pour défendre notre patrie à l'étranger. Et c'est très d'ailleurs rare d'entendre qu'un soldat béninois est tombé à l'étranger. C'est très rare. En réalité, les formations que l'armée béninoise reçoit ici, les formations défense et de sécurité, c'est des formations au top niveau. Ça, il faut le souligner. C'est depuis au temps du général Mathieu Kérékou que nous avons des instituteurs, des formateurs de pointe qui viennent renforcer les capacités, qui viennent donner le meilleur d'eux-mêmes à nos soldats. Donc, je pense quand même que ça, là, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Et les Béninois sont les plus coachés, sont les meilleurs à l'étranger. On va espérer que le général Futur Baguidi vous rassure, peut-être dans les prochaines heures, par rapport à votre préoccupation qui reste légitime. Il faut aussi dire, et je pense que c'est l'occasion pour le directeur général de la police républicaine, Yaya, même s'il ne lui reste qu'officiellement 2 mois pour être admis à la retraite, il doit donner encore le meilleur de lui-même. Parce que... Qu'est-ce que vous faites? Vous refusez donc d'évoquer l'effectif, mais vous annoncez le nombre de mois qui reste. Oui, il lui reste 2 mois pour qu'il soit admis à la retraite. Oui, toutefois, il peut être maintenu parce qu'il est général. Pas systématique. On peut le maintenir si on a besoin de ses compétences. Même s'il est retraité avec les tests aujourd'hui, écoutez, le pousser à la retraite forcée. Non, loin de cela. Yaya, c'est mon patron. C'est le patron de nous tous. Parce que c'est lui qui est le premier responsable à nous surveiller. Premièrement, Yaya, c'est vrai, il lui reste 2 mois pour être officiellement admis à la retraite. Mais avec les tests aujourd'hui, un civil, puisque s'il est retraité, peut être considéré comme un civil. Un civil peut être nommé directeur général de la police républicaine. Donc, une fois admis à la retraite, Patrice Talon peut encore prendre un acte pour dire, bon, maintenant, je te maintiens là. Voilà. Au même moment, Patrice Talon peut dire, du fait qu'il est général, il est maintenu. Un général n'est jamais admis à la retraite. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Hein. Merci. Même s'il y a des merci pour cette précision. On va finir. Nous entendons pas. On va finir.
pourquoi vous défendez qui? Moi, je ne suis pas policier, je n'ai pas intérêt que quelqu'un soit DG ou pas pour diriger X ou Y. Une chose est claire. C'est votre ami. C'est mon ami, tout le monde est mon ami. Même Patrice Talon est mon ami. Même si des gens pensent que je ne porte pas Patrice Talon, c'est notre père, c'est le père de la nation. Et je pense que nous devons porter tout un chacun de nous. Merci Adrien Tchobankou. Oui. Non, la meilleure chose que... Vous avez écouté Oui, j'ai écouté Adrien Tchobankou. C'est qu'à un moment donné, il a été donc chez comme de ministère de l'Intérieur. Donc, ici, il connaît donc en matière de sécurité, ici, il connaît. Mais moi, Votre inquiétude, c'est tout. C'est de vous en Haïti. Oui. Pourquoi avoir annoncé donc l'effectif, on pourrait dire donc que le Bénin envoie des soldats en Haïti. Ben, ils ont dit le nom. C'est-à-dire que nous avons plus que ça alors. Ouais. C'est que nous avons plus que ça alors. Maintenant, mon seul souci, c'est qu'aujourd'hui, il a évoqué que l'extrémisme violent, aujourd'hui au nord du pays, bat son plein. Et nous avons besoin également de soldats pour sécuriser cette bande-là. L'autre chose, c'est que le Bénin respecte donc des tests, des clauses, des engagements qui le lient avec d'autres relations, avec d'autres organisations, d'autres organismes. Et donc, je suis sûr que c'est au titre de cela que le Bénin donc envoie cette mission-là. Mais il y a quelque chose à relever. C'est quoi? Il faut que ceux qui doivent être envoyés soient vraiment des gens qui doivent représenter vraiment le drapeau national en Haïti. Parce qu'il ne faut pas faire de copinage. Oui, on sait que dans l'ancienne période, il y a ces missions-là. Et c'est des amis, et puis parce que les pourcentages qui attendent, parce que les frais de mission, il y a des frais de mission qui en découlent. Donc, je souhaiterais que ces soldats qui doivent être envoyés, les soldats pétris, d'expérience, bien formés, pour aller défendre vraiment le drapeau national. Parce que c'est une mission et le Bénin a droit de se révéler autrement. Et nous, je suis d'accord. Maintenant... qu'on donne à César ce qui est à César. Et qu'on n'attende pas que, des prébendes, des restants, des rissouns pour envoyer. Maintenant, mon inquiétude, c'était au niveau de l'effectif, mais moi, je ne connais pas l'effectif de notre armée. Là, je suis sincère, je ne connais pas. Mais en disant 2000, c'est qu'on a plus que ça. Voilà. Merci à vous. On dirait que l'exercice a fait que votre voix s'est ouverte progressivement. Bon, et à la sortie d'ici, elle sera totalement fonctionnelle, opérationnelle pour la journée. Vous êtes à mon frère une bien encore, ça peut... Merci beaucoup, Henri Sauvi Gabonais, pour votre disponibilité de tous les instants. Merci d'être venu sur ce plateau. Oui, je voudrais inviter le peuple béninois. Je voudrais leur rappeler que demain, c'est le 1er mars. Non, bien ça? Demain, c'est le 29. C'est le 29. C'est le 29 février. Donc, c'est le vendredi 1er mars, oui. La répression des réformes annoncées par la police démarre le vendredi 29. Que les gens se mettent au pas. Faites tout possible pour emprunter les pistes cyclables. Vendez la peur. Écoutez, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de rappeler ce que les gens doivent faire? Que les gens portent correctement leur casque. C'est normal. C'est ça. C'est normal. Que les gens portent leur casque. Puisque c'est une répression qui a été annoncée. Mais ce qui est bien, c'est que le chef de l'État a demandé à ce que, pour l'instant, qu'on ne réprime pas ceux-là qui n'ont pas leur plaque. Plaque d'immatriculation. Est-ce que vous avez remarqué que le chef de l'État, dans les situations annoncées et tout, parfois il vient toujours mettre de mémoire. C'est ça. Il vient toujours dire non, pour tel aspect, attendez d'abord. C'est ce que j'ai remarqué depuis 2016. Nous avons un chef d'État, Patrice Talon écoute. Il écoute les plaintes, il vient pour comment dire, justifier, voici ce qui est normal à faire. Au moment où ses collaborateurs, je dis ça, tout le monde, que ce soit DG, que ce soit collaborateur, ou ses collaborateurs annonçaient à grande pompe, le passage, c'est qu'on vendait la peur aux gens. Oui, on peut dire ça autrement, dans un langage bien précis. Écoutez, le port de casque, c'est normal. Moi, je l'ai dit sur mes émissions, mais quand les gens m'appellent pour dire non, on leur dit non, écoutez, allez, mon frère, va acheter ton casque, c'est plus simple. Mais quand on dit oui, si on ne fait pas ça, on va faire ça, on va faire ça, non, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin. Allez payer vos casques. Oui, le langage que vous portez là, c'est même bien, c'est même diplomatique, c'est tout. C'est ça. Mais la façon avec laquelle. Je condamne ici les propos du DG PR de
de Lomé qui est allé sur une radio pour dire que le pot de millions à Lomé, si vous n'arrivez pas, on va vous coller avec ce bâton. C'est pas décent, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on te relayer, c'est pas bien. Non, on peut sensibiliser la population autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? Il y a que les gens n'arrivent pas à manger 2 fois dans la journée. Les gens n'arrivent pas à manger 3 fois. Non, n'allez pas. Non, je vous dis. Ce qu'il faut dire. Moi, je suis d'une radio communautaire. Je suis en train de dire. Il faut reconnaître à César ce qu'il y a à César. Aujourd'hui, il y a un jeune compétent, un jeune commissaire qui est à la tête de la communication de la police. Oui. Et je vais parler du commissaire de Fifadi, que vous connaissez très bien. Yerima. Écoutez, Yerima, c'est quelqu'un qui tient des propos plus ou moins courtois. Oui, mais il parle de manger 2 fois. Est-ce que le jeune donne à manger 2 fois aux populations dans la journée? Quand les gens travaillent, les gens n'ont qu'à travailler. Si vous travaillez, vous allez trouver à manger. Merci. Est-ce que vous n'avez pas quitté chez vous depuis, vous ne vous êtes pas levé depuis 5 heures? Merci. Si vous vous levez tôt, vous travaillez, vous allez manger. Vendredi, vous êtes là, sur ce plateau. On va faire ce plateau. débat. On va envoyer des équipes. On va envoyer des équipes sur le terrain pour voir si la répression a commencé. Le Yerima est différent du langage que les autres ont tenu. Vous voyez? Je suis d'accord que les autres ont tenu des c'est ce langage-là qu'on veut. Il a allé même avec douceur. Il a même fait passer la pilule noire, la pilule amère aux gens, que les gens sachent qu'ils sont en train de prendre la pilule. C'est ça aussi ce que je demande. C'est ce que je dis. Le porte-parole de la police, Yerima, il est bon. Il n'a qu'à continuer à tenir ce genre de langage. Merci de l'encourager. Merci au porte-parole de la police, Yerima, qui fait son travail. Jeune et compétent comme Dr Boris à la réalisation. Cette émission va se poursuivre dans quelques